j'espère que vous allez bien et bonne année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout plein de belles lectures. Pour bien commencer l'année, je vais vous parler de mes meilleures lectures de 2022 et puis aussi faire une partie un peu rétrospective statistique de l'année passée parce que j'aime toujours voir comment mes goûts ont changé ou les faits marquants si on veut niveau lecture. Au début j'avais vraiment l'impression que j'arriverais pas à trouver mon top 10 de l'année parce qu'il y a beaucoup de lectures que j'ai adorées mais pas qui m'ont genre transcendé non plus. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait il y avait une différence entre lecture coup de cœur et c'est vrai que là j'en ai pas beaucoup par an, je pense que l'année dernière j'en ai peut-être eu 3, 4, quelque chose comme ça, versus les meilleures lectures dans l'absolu sur toutes celles que j'ai fait, celles que j'ai le plus aimées. Donc petite nuance qui m'a permis de choisir les 10 livres que j'allais vous présenter aujourd'hui. Je vais essayer de garder ça short and sweet parce que pour la plupart je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou dans des vlogs, mais c'est parti. En 10e position, j'ai mis L'Empire d'écume, le premier tome, La fille aux éclats d'eau d'Andrea Stewart. C'est une de mes lectures du mois de la fantasy, une nouvelle saga aussi fantasy que j'ai commencé parce que j'en ai pas assez. Mais je regrette vraiment pas parce que j'ai adoré cette lecture. On a frôlé le coup de cœur d'ailleurs, j'étais fan de l'univers, des différents points de vue qu'on suit, de l'histoire avec tous ces trajectoires qui finissent par se rejoindre. C'est quelque chose que j'adore dans le livre quand c'est bien fait, ce qui est le cas ici. Donc vraiment une super bonne lecture, tellement d'ailleurs que j'ai déjà lu le 2e tome, que je suis à jour et que j'attends avec impatience le 3e et dernier, qui va sortir en 2023. En 2e position, c'est une autre lecture du mois de la fantasy. Ce mois-là m'a vraiment permis de faire plein de belles découvertes. Et c'est The City of Brass de S.K. Chakraborty. Donc là aussi, on a un univers fantasy extrêmement riche, des personnages fascinants, une histoire pleine de révélations jusqu'à la fin qui se finit vraiment d'une manière genre... Donc j'ai pris énormément de plaisir dans cette lecture, même s'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre les différentes catégories de Jean. C'était vraiment du pur bonheur et j'ai très hâte de lire la suite, ce que je vais vraiment essayer de faire en 2023. On continue avec toujours de la fantasy, The Sunbearer Trials d'Aidan Thomas, que j'ai tellement aimé que j'ai acheté l'édition Barnes & Noble en plus de celle que j'avais. Et je pense que je vais le relire et la noter. Donc là on a vraiment une autre vibe encore, c'est vraiment 3 fantaisies différentes. Là on est dans une fantasy inspirée de la mythologie mexicaine avec un côté Percy Jackson Hunger Games où des demi-dieux doivent faire une compétition. Et encore une fois, l'univers m'a transportée. Les personnages étaient vraiment sympas, ils faisaient un peu plus jeunesse, les autres sont fantasy adulte, lui c'est young adulte. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là et il va être traduit en français. En numéro 6, j'ai Three Kisses, One Midnight par 3 autrices différentes, Roshani Chokshi, dont je vous parle souvent, Evelyn Sky et Sandhya Menon. Les deux autres je ne les connaissais pas. Donc ça c'était une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai lu pour l'Halloween parce que c'est l'histoire de 3 meilleures amies qui chacun à leur tour vont trouver l'amour le soir d'une fête d'Halloween. Et en fait je suis pas hyper fan normalement des romances young adultes, mais ça là ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai trouvé hyper cute, j'ai trouvé super bien écrit. Je me suis régalée. C'est un livre assez court à lire, il n'existe que en anglais, mais il est assez abordable et je vous le recommande vraiment parce que ça m'a fait vivre plein de belles émotions et je pense que ça en sera un que je pourrais relire aussi. Oh, je vous ai dit que lui est en 6e position, mais en fait c'était en 7e parce que la 6e position c'est Lake Lore d'Anna-Marie McLemore. J'ai pas réussi à retrouver ma copie physique, je sais pas si je l'ai prêtée à quelqu'un ou pas, ça m'arrive des fois. Donc Anna-Marie McLemore, pour moi c'est auto-buy author, genre dès qu'elle sort un livre, je veux le lire, surtout les derniers qu'elle a fait, je trouve, je les aime de plus en plus. Et Lake Lore ne fait pas exception. Là on était dans de magical realism, réalisme magique, donc dans notre monde mais avec des éléments surnaturels qui sont jamais vraiment expliqués mais acceptés par nos 2 personnages principaux. Et j'ai adoré, en fait c'est tellement riche les histoires de cette auteurice. Je pourrais même pas vous décrire exactement mais il y a plein d'émotions, on aborde vraiment la famille, l'amitié, l'identité de genre, de culture.
Il y avait même de la neurodivergence dans ce livre-là, donc beaucoup de choses abordées avec énormément de poésie. Anna-Marie McLemore a une plume que j'adore et j'ai très hâte de lire son prochain livre parce que je suis sûre que je vais l'adorer aussi. On passe maintenant au top 5 et je réalise qu'il y en a pas mal qui ont des couvertures très sombres, mais c'est un hasard. On a déjà Book of Night qui va sortir en français, qui est sorti en français, quelque chose comme ça. Il va sortir bientôt, je pense. De Holly Black. Je l'ai adoré, je l'ai lu en livre audio. Il est assez court aussi, ça c'est l'avantage de Holly Black, c'est que ses livres fantasy sont courts. Elle n'écrit pas des pavés, elle va droit au but. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas tant aimé ce livre-là, il est assez différent de ce qu'elle a fait. C'est un roman adulte, urban fantasy, et je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on sortait de son univers de fées, d'habitude comme le prince cruel et tout ça, que les gens étaient déçus, mais moi je l'ai vraiment adoré. Le personnage principal de Charlie, c'est devenu un de mes personnages préférés, genre, de tous les livres que j'ai lus. Lui par exemple, je pense que c'est un de mes coups de cœur de 2023 à cause de ce qu'il m'a fait vivre. Ce qui permet de catégoriser un livre en coup de cœur, au final, pour moi je pense, c'est le niveau émotionnel. Au-delà de objectivement j'ai adoré le livre, il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe. Et avec ce livre-là, c'était le cas. Le système de magie est hyper intéressant aussi, les autres personnages, j'ai adoré. J'avais un peu deviné une partie de l'intrigue, mais ça m'a pas empêché de l'apprécier. Et j'ai extrêmement hâte de lire la suite parce que pendant un moment, j'ai peur que ce soit un stand-alone. Et vu la façon dont il finit, j'étais en choc profond. Mais non, heureusement, la maison d'édition a confirmé qu'il allait y avoir une suite. D'ailleurs, je pense que ça va être une duologie, mais pas sûr à 100%. En quatrième position, on a Beast and Beauty de Soman Shainani, que j'ai lu en début d'année et je l'ai tellement aimé. C'est un recueil de contes, réécriture de contes par l'auteur, et vous le savez que j'adore tout ce qui touche aux contes de fées de près ou de loin, et puis aussi les contes et les légendes d'autres pays, d'autres régions du monde. Je suis toujours fan et j'ai adoré ce que l'auteur a fait avec ces histoires-là, à la fois d'amener des histoires qu'on connaît au niveau du folklore européen et de les retravailler, et à la fois d'intégrer ou d'amener des histoires qui viennent d'autres cultures. J'ai vraiment trop aimé. J'avais mis quelques post-it pour des phrases qui m'avaient marqué en particulier, mais pareil, lui, ça en pourrait être un que je vais relire. Oui, j'avais noté « There is nothing more attractive to a man than a girl who silently surrenders her power to him. » C'est un livre qui est très féministe, j'avais trouvé, dans le fait qu'il montre le traitement des personnages féminins dans les contes de fées, qu'une princesse qui prend le pouvoir, ça peut devenir une sorcière. Vraiment la perception des femmes dans les contes à travers le regard masculin, et j'avais trouvé ça hyper intéressant aussi. Vous voyez, rien que d'en parler, j'ai envie de le relire et d'annoter plus de choses. Il n'est pas traduit, peut-être qu'il le sera, je l'espère vraiment, mais comme c'est... Vous voyez, c'est quand même écrit gros et que ça touche au conte, c'est quand même assez abordable, je trouve, en anglais. Le top 3. Alors, les places sont interchangeables. J'ai mis 3e, 2e et 1re position, mais vous me demandez demain, c'est possible que l'ordre change. Donc faites pas trop attention à l'ordre. Mais aujourd'hui, en 3e position, j'ai mis Babel de R.F. Kuang. Voilà, je vous montre l'état d'annotation de ce livre. On l'a lu avec mon club de lecture, avec quelques amis qu'on fait, et ce livre était incroyable. Je sais pas ce qui a empêché que ce soit un coup de cœur, mais on n'en est vraiment pas loin. C'est un livre qui vraiment, en premier plan, va parler de colonialisme, de racisme, de discrimination par le biais de l'université d'Oxford, par le biais d'une légère touche de magie et de Dark Academia. Et c'est tellement bien écrit, R.F. Kuang a une plume magnifique et elle arrive vraiment bien à faire passer tous ces messages-là. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour différentes raisons sur lesquelles je ne veux pas forcément m'étaler. Mais je trouve que l'autrice a fait vraiment un travail extraordinaire. Il y a plein de gens qui pourraient aussi vous parler mieux de ce livre que moi et qui se sont plus reconnus dans les identités représentées dans ce livre. Mais je l'ai adoré. Et
ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a donc tous ces messages vraiment importants qu'elle transmet. Et en même temps, son univers est aussi extrêmement riche, extrêmement travaillé. Les réflexions sur la traduction, j'ai adoré. Je pense qu'il y a une phrase qui est comme « Chaque acte de traduction est un acte de trahison ». C'est pas écrit ici, mais c'est comme une espèce de citation qui ressort beaucoup avec ce livre. Et ça représente vraiment bien l'esprit du livre. Et même le système de magie était vraiment super intéressant. J'ai marqué plein de pages sur vraiment le processus de pensée en traduction et j'ai trouvé ça top, top, top. Vraiment. J'espère qu'il va être traduit et en même temps, c'est assez ironique, mais comment est-ce que sera traduit ce livre pour lequel la traduction est si importante? Est-ce qu'on peut vraiment le traduire au final? Ça c'est un peu philosophique comme question, mais je la pose quand même. En deuxième place, un livre qui est un coup de cœur parce que je me souviens cet été, au moment où je le lisais, je pense que j'ai fait un post Instagram où je vous disais ça fait tellement longtemps qu'un livre ne m'a pas fait ressentir autant d'émotions. Je capotais. Vraiment, j'étais comme, j'en veux plus, ce livre est trop génial. Et c'est The Alloy of Law de Brandon Sanderson. Une de mes fiertés de 2022, dont je vous reparlerai d'ailleurs, c'est d'avoir rattrapé tout mon retard sur Mistborn. Mais alors celui-là, je les ai tous aimés, hein, mais celui-là, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait, mais ça a été niveau supérieur. J'ai été tellement plongée dans l'histoire. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter Mistborn, parce que Brandon Sanderson, pour moi, c'est un must à lire quand on aime la fantasy adulte. Ses univers sont tellement incroyables. Il y a tellement de science derrière sa magie, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Là, on est vraiment sur une magie des métaux, mais même le mot magie me paraît pas correspondre parce que c'est ça, c'est tellement expliqué le pourquoi du comment. Et les personnages sont vraiment super. J'avais bien aimé les personnages de la trilogie originale Mistborn, mais la deuxième trilogie qu'il a faite, qui a plus une ambiance western steampunk, je les aimais encore plus, ils sont un peu plus vieux, donc vu que moi aussi, voilà, je me suis peut-être plus reconnue. J'étais vraiment hyper fan. Le chemin que prend l'histoire aussi parce qu'on voit, ça se passe après la trilogie originale, donc on voit l'évolution qu'il y a eu dans l'univers, dans la mentalité des gens, comment eux ils comprennent les événements du passé que nous on a vraiment vécu entre guillemets. Bref, j'étais trop fan. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais je vais juste vous dire que si vous aimez la fantasy adulte, essayez Sanderson, vous allez adorer. Voilà. Et alors, la première place qui ne va surprendre personne. D'ailleurs, avant que je l'annonce, mettez-le en commentaire si vous pensez savoir de quel livre je vais vous parler. Un des premiers livres que j'ai lu en 2022 qui m'a vraiment marqué et dont j'attendais la suite avec impatience, même si bien sûr je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de The Atlas Six. Aucune surprise je pense, je vous ai parlé de ce livre tout au long de l'année, donc je ne vais pas vous le résumer. Je vais juste vous dire que je reste fan des mois après de ce que j'ai lu. Tous les personnages me restent en tête, l'histoire, l'univers. Coup de cœur. Voilà, à première place, il fallait quand même que ce soit un coup de cœur. Et ce livre-là, je sais pas s'il va être traduit en français, celui-là par contre, et le niveau d'anglais est quand même plus difficile que les autres que je vous ai montrés, à part le Brandon Sanderson, mais bon, il existe en français. Donc juste pour que vous le sachiez si vous voulez le tenter. Ce livre, de vous en reparler, ça me motive à lire la suite, parce que c'est pas que j'ai pas envie de la lire, c'est juste comme toujours, trop de livres. Certains qui sont des services presse que je veux lire sans trop tarder, et donc il se fait repousser, mais là, en janvier, je vais le lire là, cette suite, et j'ai donc voilà pour mon top 10 de 2022 et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand même, sur tous ces livres-là, c'est tous plus ou moins de la fantasy ou en tout cas des romans avec un élément de magie. On en a quand même 4 qui sont fantasy. On en a un qui est un recueil de contes de fées. J'en ai 3 qui se passent dans notre monde mais avec de la magie en plus. Celui-là plus ou moins dans notre monde mais avec la partie historique. Et puis Lake Lore, c'est du magical realism. Donc je trouve ça quand même très intéressant que mes 10 meilleures lectures de 2022 puissent toutes être classifiées en fantasy de façon large,
Alors que pourtant j'ai tenté de lire d'autres genres, j'ai lu beaucoup plus de romans, j'ai essayé de me diversifier cette année, mais au final on en revient à qu'est-ce que j'aime le plus? La fantasy. Ça veut pas dire que l'an prochain il n'y en aura pas des livres d'autres catégories, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant comme réflexion à faire. Sur les 10 aussi, il y en a 5 qui sont des premiers tomes de nouvelles séries. Oh là là. En même temps, je peux pas regretter de commencer des nouvelles séries quand elles sont aussi bonnes, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà pour la partie top 10 de 2022. Dites-moi en commentaire si on en a en commun ou vous, quelles sont vos meilleures lectures de l'année. J'adorerais savoir, ça me donnera peut-être des idées pour mes futures lectures. Maintenant on va passer à la partie statistique. J'adore faire des stats de lecture, c'est vraiment une de mes passions et j'ai hâte de préparer le fichier pour celle de 2023. Déjà, si on regarde le nombre total de livres que j'ai lus cette année, on en est à 209. Donc j'inclus les romans graphiques, les BD, les mangas dans ce chiffre. Je pense que c'est un peu plus que ce que j'avais lu l'an dernier, de mémoire c'était comme 205. Mais bon, c'est similaire quand même. Et si on regarde en termes de mois de lecture, mes meilleurs mois ça a été en janvier, et ça je vous dirais c'est normal, c'est comme la motivation de début d'année. En août, j'étais en vacances, et en décembre, et là clairement c'est à cause de toutes les petites romances de Noël que j'ai lues. Le genre, c'est toujours une statistique qui m'intéresse beaucoup. Alors on a 35% de fantasy, c'est toujours mon genre dominant. Mais la surprise cette année, enfin la surprise, le changement plutôt, parce que c'est pas vraiment une surprise, je savais, c'est qu'on a 23% de romance et c'est comme mon deuxième genre le plus lu de l'année, alors que je pense qu'avant c'était comme un minoritaire. Et ça, je pense que c'est le plus gros changement niveau lecture. Pour moi, c'est ma découverte des romances what the fuck en particulier, parce que je pense qu'il y a une grosse partie de ce chiffre, c'est ça, avec Ace Planet Barbarian. Ça a changé ma vie de lectrice, ça a changé le contenu de ma chaîne aussi un petit peu, et je ne regrette pas, c'est une sacrée aventure. Des fois je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de m'écarter des livres de ma palle et des livres un peu plus qui classiquement me donnent plus envie de les lire pour aller passer du temps là-dessus, mais c'est quand même vraiment drôle. Donc oui, il faut juste que je garde ça à petite dose et que j'oublie pas non plus tous les autres livres que je veux lire. Sinon, après les deux autres que j'ai qui ressortent, c'est contemporain et fiction historique. Assez étonnamment, je pensais pas que j'en avais lu tant que ça. Bon, tant 16, mais quand même. Puis les autres, vous voyez, il y a un peu de tout, paranormal, science-fiction, réalisme magique, non-fiction, crime, mythologie, réécriture, on a un petit peu de tout. J'aime bien aussi voir le format sous lequel j'ai lu les livres. On voit que quand même 3/4 de mes lectures, c'est en papier, ce qui n'est pas surprenant, c'est toujours le format que je préfère. On a quand même 16% de livres audio. Et la nouveauté aussi cette année, c'est qu'il y a 10% de livres numériques, alors que je pense qu'avant on était comme à 1%, quelque chose comme ça. Là encore, c'est principalement à cause des romances what the fuck que je lis, vu qu'elles sont avec Kindle Unlimited. Au niveau des catégories d'âge, ça continue à évoluer, je lis de plus en plus d'adultes. Là, c'est quand même plus de la moitié qui est de l'adulte. Puis bien sûr, en deuxième position, avec toujours quand même 1/4 de mes lectures, on a le young adult. New Adult, c'est une catégorie que je mets un petit peu au feeling, quand ça me paraît plus approprié. Et je continue à aimer quand même le jeunesse de temps en temps. Mais le basculement entre adulte et young adult, ça se fait progressivement au fil des années. Au fur et à mesure que je vieillis, probablement. Mais je me régale quand même avec ces lectures, c'est ça qui compte. Au niveau du type de livres que je lis, on a quand même une grosse majorité qui sont des romans, 70%. Mais en deuxième position, c'est assez intéressant, c'est les mangas, j'en suis presque à 10%. J'en ai lu quand même pas mal cette année et je veux continuer à le faire parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Dans l'absolu, dans une vie idéale, j'aimerais lire plus de non-fiction, mais c'est vraiment pas prioritaire au final pour moi, donc c'est toujours la fiction qui prédomine. On voit aussi que j'ai quand même lu quelques histoires courtes et novellas, souvent c'est celle de Tor.com que je lis. Et puis on a aussi un petit peu de BD. Pour la langue, je pense que c'est la première année où j'ai lu plus en anglais qu'en français, mais on voit quand même que c'est pas si éloigné que ça, c'est presque moitié-moitié. Je trouve intéressant aussi de voir d'où viennent les livres
que j'ai lu. Et d'ailleurs je pense que pour l'année à venir je vais rajouter Kindle Unlimited là-dessus parce que là je les ai mis dans comme des livres que j'avais achetés mais c'est un peu différent. Je vais voir. La bonne moitié c'était quand même des services presse, ce qui explique pourquoi ma palle ne diminue pas. J'ai quand même lu aussi pas mal de livres que j'avais achetés. Et puis le reste c'est un mélange de livres que j'avais trouvés usagés, de livres de la bibliothèque que j'avais empruntés ou qu'on m'avait offert. Idéalement j'aimerais aussi lire plus de livres que je me suis acheté que de services presse. On va voir ce que ça donne. Ensuite vous savez que c'est important pour moi de diversifier au maximum mes lectures, de pas toujours lire le même genre de personnages et tout. Donc j'avais calculé la présence de personnages LGBTQIA+ dans mes livres. J'en suis quand même à 68% où il n'y en a pas, ce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup par rapport à tous ceux dont je me souviens. Et je pense que là aussi c'est les mangas qui me mettent en dedans parce que franchement il n'y a pas beaucoup de mangas que je lis avec une représentation LGBTQ dedans. Donc si jamais vous avez des recommandations, dites-le moi d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, mais je pense que vraiment tout ce qui est manga, roman graphique et tout ça que je lis, c'est quand même beaucoup moins présent. Et ça fait cracher mes chiffres. Faudrait que je réfléchisse à ce qu'il y a une manière de les séparer ou pas pour l'an prochain. Après, il y a quand même presque un tiers de mes lectures où il y en a, donc c'est déjà ça, je me dis. C'est quand même pas mal. Dans le même genre, je voulais aussi regarder au niveau des origines différentes des auteurs-autrices. Et il y a quand même 72% des auteurs que je lis qui sont blancs. C'est quand même beaucoup trop, je trouve. Je sais que c'est mieux qu'il y a quelques années parce que ça veut dire qu'il y en a un peu plus d'un quart qui ne le sont pas, qui sont racisés. Mais je veux arriver à plus. Donc on va travailler là-dessus pour 2023. Au niveau du genre des auteurs-autrices, grande majorité de femmes, ce qui n'est pas surprenant, je pense que ça c'est le cas depuis vraiment beaucoup d'années. Et il y en a à peu près la moitié qui sont des nouveaux auteurs-autrices que j'ai découverts. Ça je trouve toujours très cool aussi de découvrir de nouvelles personnes à lire et parfois des nouveaux auteurs-autrices préférés. Ce qui est le cas en 2022 d'ailleurs, parce que Olivia Blake, je ne la connaissais pas et ça a été mon numéro 1 de l'année quand même, son livre. La dernière partie statistique, et qui est celle qui fait un peu le plus mal, c'est celle sur les séries. Parce que j'ai apparemment commencé 38 nouvelles séries cette année. J'en ai quand même fini 18. Il y en a par exemple auxquelles je peux penser qui étaient des séries manga, encore une fois, que j'ai lues d'une traite. Là j'ai compté qu'il y en avait 14 de ces séries qui étaient des séries BD, romans graphiques, manga. Donc si j'enlève ça, 38 moins 14, j'aurais dû faire le calcul avant. Ça fait 24. Donc 24 nouvelles séries de romans que j'ai commencé. C'est énorme, c'est énorme. Donc 24 nouvelles séries de romans que j'ai commencé. Ça fait vraiment beaucoup. Mais quand même, si on revient sur le chiffre global, j'ai lu 51 suites cette année. Donc on avance. Et il y a aussi 19 séries que j'ai commencées et que je ne vais pas continuer. Par exemple, The Bromance Book Club, Les hommes virilistes de la romance, c'est une série que je ne vais pas continuer. Malice, que j'avais lu en début d'année, qui est une réécriture de La Belle au bois dormant, je pense pas continuer non plus. Il y a plein de séries aussi que je testais et qu'au final ça ne l'a pas fait. Donc il y a plein de séries comme ça que j'ai commencé et qu'au final ça l'a pas fait. Je pense que l'an prochain je vais essayer de calculer différemment parce que je me rends compte que c'est un peu tout mêlé. Je voudrais pas que les mangas et les BD comptent au même niveau que les séries de romans. Je voudrais savoir celles que j'arrête au bout du premier tome ou plus loin. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de nuances là-dedans. Faudra que je réfléchisse à ça pour mon tableau de l'an prochain. Et voilà ce que je voulais voir un petit peu avec vous en termes de statistiques. Et la dernière partie de cette vidéo, en fait, ça va être sur mon bullet journal. Et la partie lecture plus précisément, je voulais revenir. Bon, niveau mes objectifs de 2022, caca. J'ai réussi juste à rattraper Mistborn et à finir Throne of Glass. Quand même deux choses dont je suis très contente, mais c'est à peu près les seules que je peux dire que j'ai réussi. Parce que au niveau de mes séries en cours, là et là,
vous voyez qu'il n'y a aucune case de cocher quasiment. Je vais quand même dire que La Roue du Temps, j'ai décidé de ne pas continuer. Mais j'ai pas fait fort sur la continuation des séries en 2022. Au niveau des webtoons, j'ai rattrapé mon retard sur Lore Olympus. Maintenant j'en ai à nouveau parce qu'il y a eu des nouveaux chapitres. Et j'ai aussi lu tout Freaking Romance, donc un petit peu, mais j'aurais espéré faire mieux. Il y avait aussi la page sur les livres qui me restaient de 2021 à lire. Et je trouve quand même que je me suis pas si mal débrouillée que ça. Parce qu'il m'en reste 7 sur les 17. Donc j'en ai lu un peu plus de la moitié. Là où je suis contente, c'est au niveau de mes sorties les plus attendues de 2022. Parce que j'ai lu la majorité de celles que j'avais mises dans mon calendrier. Je pense qu'il y en a que 4 que je n'ai pas lues, dont 2 qui sont sortis en fin d'année. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On va voir si j'arrive à faire aussi bien en 2023. Donc voilà, c'était assez rapide pour la partie bullet journal. Je ne veux pas trop m'étaler non plus parce que je vais vous remontrer certaines choses dans ma vidéo planning de 2023 qui sortira bientôt. Donc je vais arrêter cette vidéo rétrospective 2022 là. J'espère que ça vous aura plu de refaire ce petit tour de l'année avec moi et qu'on se suivra pour de nouvelles aventures livresques en 2023. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur vous, comment vous avez trouvé votre année passée de lecture. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.